14h30, le dépôt de charbon de Dachau. 17 gardes SS font face à un mur de briques, les mains levées. Officiellement, ces hommes sont des prisonniers de guerre. La Convention de La Haye, article 23, interdit de tuer un ennemi qui a déposé les armes. Les soldats de la 45e division d'infanterie américaine le savent. Le silence s'installe. Seul le cliquetis métallique des culasses de M1 Garand résonne contre les parois de la tour B. Un soldat épaule son fusil. Il appuie sur la détente. C'est le signal. Ses camarades ouvrent le feu en une salve synchronisée. 17 corps s'effondrent. Le passage du statut de prisonnier à celui de cadavre prend moins de 5 secondes. La mécanique du massacre s'étend. Quelques minutes plus tard, dans un autre secteur, 16 autres gardes subissent le même sort contre un mur. Les Américains changent de méthode. Ils tentent des armes aux déportés libérés, puis détournent le regard. Les détenus utilisent des pelles. Ils frappent jusqu'à ce que les crânes s'enfoncent. Ils piétinent les visages dans la boue. Le bilan de la journée dépasse les exécutions sommaires classiques. Entre 35 et 50 gardes SS sont morts après leur reddition. Pendant que les corps s'entassaient contre le mur, la traque se déplaçait vers les rails. Les wagons de marchandises servaient de décor à la suite du massacre. Le soldat Albert Pruy ne s'est pas arrêté au seuil des portes coulissantes. Il a ouvert le feu sur 4 soldats allemands. 4 morts instantanés. Pruy est ensuite monté dans le wagon pour achever les blessés. Un coup de grâce systématique. Une balle dans la tête pour chaque survivant. La fumée des têtes de fût montait dans l'air glacial. Comment stopper une telle réaction en chaîne? La discipline s'évaporait sous l'effet de l'adrénaline et de la haine. Près de la tour B, la scène s'est répétée. C'est de là que les gardes SS avaient tiré avant de se rendre. Les Américains ont aligné 17 gardes contre le béton. Une rafale de mitrailleuses a balayé la ligne. 17 cadavres de plus. Dans la cour à charbon, 16 autres SS ont subi le même sort. Le pistolet du soldat Pruy n'était plus qu'un élément parmi d'autres dans ce chaos balistique. 33 exécutions sommaires documentées en quelques minutes. Le lieutenant-colonel Félix Sparks a entendu les détonations depuis son poste. Il s'est précipité vers la cour à charbon. Les pellicules des photographes ont fixé l'instant. Sparks, la main gauche levée, tirant en l'air avec son arme de service. Il a dû repousser physiquement ses propres hommes loin de leurs fusils. Le commandant a hurlé l'ordre de cesser le feu. Félix Sparks a forcé ses troupes à soigner les SS encore debout. La discipline a volé en éclats sur les rails. Le convoi ferroviaire immobilisé à l'entrée du camp servait de déclencheur. 39 wagons de marchandises. À l'intérieur, la logistique de la mort s'exposait sans filtre. Le transport venait de Buchenwald. Le trajet avait duré 3 semaines. Sans nourriture, sans eau. Les déportés mouraient par grappes dans l'obscurité des wagons plombés. Le 29 avril 1945, les soldats de la 42e et de la 45e division d'infanterie américaine tombent dessus par hasard. Munich était leur seul objectif. Dachau ne figurait pas sur leur carte d'état-major. L'armée américaine découvre une chaîne de transport saturée. Les corps s'empilaient jusqu'au plafond des wagons. Une division d'infanterie standard compte environ 14 000 hommes. Le train contenait l'équivalent d'un régiment entier de cadavres. 2310 morts dans un seul convoi. Le contenu des wagons échappait à toute nomenclature militaire. Les soldats ont forcé les verrous des 40 wagons de marchandises. L'air froid d'avril a libéré une masse de gaz. Un mélange d'ammoniac et de chair en décomposition. Les hommes ont reculé. Leurs corps ont réagi avant leur esprit. Vomir était la seule réponse biologique possible. Qu'arrive-t-il à la psyché humaine face à une telle concentration de morts? Le choc sensoriel paralyse le néocortex. La journaliste Marguerite Higgins avançait avec la 45e division. L'odeur de la mort les a frappés avant même de franchir l'enceinte. Dans les wagons, l'horreur était géométrique. 20 000 hommes et femmes avaient entamé ce voyage depuis Buchenwald. 7 jours de transport, 0 calories, 0 gramme d'eau. La faim a transformé les corps en diagrammes anatomiques. L'absence totale de tissu adipeux rendait chaque os visible sous une peau translucide. Les visages étaient figés, des masques d'agonie pure. Une analyse rapprochée des parois révèle l'impensable. Des traces de dents marquaient le bois des wagons. Les prisonniers avaient tenté de manger la structure même de leur prison. Certains portaient des impacts de balles. Les gardes SS avaient achevé les traînards à bout portant. Mais la majorité a succombé à l'épuisement thermique et à la déshydratation. Les survivants à l'intérieur du camp s'étaient allongés les uns contre les autres.
Ils attendaient la fin. Ils ne distinguaient plus les libérateurs des bourreaux. Les soldats américains fixaient ce chargement humain sans un mot. Après l'enfer des rails, le 157e régiment progresse vers l'entrée principale. Le lieutenant-colonel Felix Parks commande le 3e bataillon de la 45e division d'infanterie. Ces hommes sont des vétérans. Ils comptent 2 ans de combat ininterrompus. Mais ici, leur expérience s'effondre. Sparks décrira plus tard une vision insoutenable. Des cadavres entassés dans les wagons, des prisonniers ayant tenté de ronger du bois pour survivre. L'horreur sature les sens. Comment la psyché réagit-elle face à une telle concentration de morts? Le choc est immédiat. Ces soldats ont vu la guerre, mais ils ne sont pas prêts pour l'industrie du meurtre. 2 ans de front pèsent moins lourd qu'1 heure à Dachau. Les troupes atteignent la porte centrale. Arbeit macht frei. Le fer forgé promet la liberté par le travail. C'est un mensonge technique. Devant eux, la garnison SS restante amorce une procédure de reddition. Victor Maurer, délégué de la Croix-Rouge internationale, joue les médiateurs. Il dénombre environ 100 gardes SS. La plupart ont déjà déposé les armes au sol. Seuls les hommes dans les tours de contrôle conservent leur poste. Maurer informe les officiers américains qu'ils disposent de 50 hommes pour assurer la relève. Les négociations pour la reddition de la place commencent. L'inscription sur la porte mène à une institution ouverte dès 1933. Ce n'est pas un camp de fortune né de la guerre, c'est le prototype. Le 22 mars 1933, les premiers camions arrivent sur le site d'une ancienne usine de munitions. Hitler est chancelier depuis seulement quelques semaines. Pour qui ce polygone a-t-il été construit? Le régime cible ses premiers ennemis intérieurs. Pas de déportation massive à ce stade. Dachau sert de centre de rééducation par la terreur. Le système se rôde sur les opposants politiques. Les communistes et les socialistes sont les premiers à franchir les barbelés. À la fin d'avril 1945, le système Dachau fonctionne avec une surcharge de 600%. La capacité initiale est pulvérisée. Le camp ne contient plus des hommes, il stocke des corps. 200 000 prisonniers franchissent les portes en 12 ans. 41 500 ne ressortent jamais. Les statistiques de l'administration SS cachent une géographie du meurtre. 169 sous-camps s'étendent sur toute l'Allemagne du Sud. 37 000 déportés survivent dans ces annexes. Dans le camp central, ils sont 30 000. Regardez les plans des baraques. Elles sont conçues pour 200 personnes. En avril, 1600 hommes s'y entassent. Les lits superposés plient. L'air manque. Le typhus, la tuberculose et la dysenterie transforment les chambrées en morgues à ciel ouvert. Le taux de mortalité atteint 200 décès par jour. C'est l'équivalent des pertes d'une division entière en plein combat. Chaque matin, on ramasse les morts. Les vivants n'ont plus la force de déplacer les cadavres. Le 26 avril, le mécanisme de contrôle se brise. Martin Weiss, le commandant du camp, quitte son poste. L'état-major de la SS s'enfuit avec lui. Ils abandonnent derrière eux 560 gardes inexpérimentés, pour la plupart des Allemands ethniques de Hongrie enrôlés de force. Le commandant Weiss disparaît dans la nuit. 42 000 détenus. Un océan humain au bord de la folie. Beaucoup portent le typhus. Le départ des gardes SS laisse un vide technique. 42 000 hommes se retrouvent sans aucune surveillance. Que se passe-t-il quand les murs s'effondrent? Les Américains ne contrôlent plus rien. Le général de brigade Henning Linden, commandant adjoint de la 42e division d'infanterie, arrive sur place. Il accepte la reddition. Mais la structure physique du camp cède. Les premiers soldats franchissent les portes. La masse humaine ondule, craque, puis explose. Un grondement sourd monte des baraquements. Des milliers de voix s'unissent en un bourdonnement électrique. Les détenus chargent. Ils ne cherchent pas à fuir, ils cherchent le contact. Ils saisissent les soldats. Ils les hissent sur leurs épaules. Les embrassades se multiplient dans un délire total. Soudain, des couleurs apparaissent. Les prisonniers sortent des tissus cachés sous les planches ou les uniformes rayés. Ce sont des drapeaux. Polonais, russes, français, américains. Des mains tremblantes les ont cousus en secret pendant des années. L'ordre militaire se dissout dans cette euphorie chaotique. La 42e division d'infanterie perd le commandement de la zone. Le périmètre n'existe plus. Chaque soldat est submergé par la foule. La situation échappe totalement à l'état-major de Linden. Les hommes qui ouvrent le feu à Dachau ne sont plus des novices. Ils sont au front depuis 500 jours consécutifs. Sicile, Anzio, Salerne, sud de la France, Allemagne. La 45e division d'infanterie ne s'arrête jamais. L'usure est mathématique.
Les pertes s'élèvent à 75% de l'effectif initial. La troupe s'est renouvelée presque intégralement par le sang. Pour ces soldats, la mort est une routine technique. Ils ont vu leurs camarades tomber par centaines. La violence est leur unique langage. L'exécution des prisonniers SS est déjà une pratique courante. Depuis la bataille des Ardennes, entre décembre 1944 et janvier 1945, l'ordre implicite est simple. On ne fait plus de détails. Les soldats sont épuisés, le métal fatigue, l'esprit humain aussi. À Dachau, les Américains violent la Convention de Genève. Ils abattent des prisonniers de guerre. Ils regardent les détenus massacrer leurs gardiens à coups de barres de fer. Le bilan final oscille entre 60 et 100 gardes tués. Le chaos rend tout comptage définitif impossible. Le cliquetis métallique du verrou. Un Colt M1911 prêt à l'usage. Lieutenant William Walsh, commandant de la compagnie 1 du 157e régiment d'infanterie, ne cherche pas de dialogue. Tandis qu'au dépôt de charbon les cadavres s'accumulent, sur la voie ferrée, Walsh lève son arme de poing. Le 29 avril, un dimanche de printemps. Dans l'enceinte de Dachau, 10 000 corps se décomposent à l'air libre sous un soleil chaud. L'odeur de putréfaction et d'excréments sature l'atmosphère. Des prisonniers squelettiques, ombres vivantes, observent la scène depuis les baraquements surpeuplés. Pour les officiers américains, le choc visuel balaie les procédures du droit de la guerre. 4 soldats allemands sortent d'un wagon de marchandises. Ils lèvent les mains, ils se rendent. Selon le règlement militaire, ils sont des prisonniers de guerre protégés. Walsh regarde les wagons chargés de morts, puis les 4 hommes devant lui. La directive officieuse de non-quartier prend le pas sur le code de justice militaire. Walsh aligne ses cibles. 4 détonations successives. Les corps des Allemands s'effondrent sur le ballast. Après les tirs des officiers, la violence change de nature. Elle devient organique. Les détenus libérés s'emparent de tout ce qui peut servir d'arme. Certains reçoivent des fusils des mains des soldats américains. D'autres utilisent leurs mains nues. D'où vient la force de ces hommes épuisés? L'adrénaline. L'accès immédiat aux outils de leurs anciens bourreaux. Le sergent Daryl Martin, du 222e régiment d'infanterie, observe la scène. Les gardes SS sont abattus sur place. Leurs corps finissent dans les douves qui encerclent le camp. La structure même du massacre est mécanique. La foule isole un garde, puis le broie. Le 3 mai, des témoignages confirment l'ampleur du chaos. Walenty Larich décrit des prisonniers sautant par-dessus les barbelés. Ils soulèvent les Américains en triomphe, puis se jettent sur les SS. Au sol, les bottes écrasent les visages. 2 détenus frappent un garde avec une pelle. Le métal heurte l'uniforme. Les soldats regardent. Ils ne bougent pas. Ayar, 3 jeunes juifs débusquent un garde sadique dans une grange. Ils portent des vêtements de paysans. Ils le battent à mort. La traque est systématique. En une seule journée, entre 25 et 50 gardes SS tombent sous les coups des prisonniers. Le bilan total grimpe rapidement. Les exécutions par les soldats américains et les lynchages par les détenus s'additionnent. Le chiffre final oscille entre 60 et 100 morts. L'origine de cette fureur à Dachau se trouvait à 400 km de là, 4 mois plus tôt. 17 décembre 1944, les Ardennes. Le brouillard masque les lignes allemandes. Le froid est une morsure. Joachim Peiper commande une colonne de la Waffen-SS. Sa mission, percer vers l'ouest. Près de la ville belge de Malmedy, ces hommes interceptent la batterie B du 285e bataillon d'artillerie. 113 soldats américains. Sont-ils des troupes de choc? Non, ce sont des observateurs d'artillerie, des unités de l'arrière. Après un bref échange de tirs, les Américains jettent leurs armes. Les Allemands les regroupent dans un champ enneigé. L'air est saturé de buée. 113 hommes expirent leur souffle dans le gel. Ils ont les mains sur les casques. Certains fument, d'autres plaisantent à voix basse. Ils pensent que le combat est fini. Le captivité les attend. Mais la vie continue. 113 prisonniers. C'est presque l'effectif complet d'une batterie d'artillerie rayée des cartes en un instant. 16 heures approchent. Le commandant de l'avant-garde, le major Werner Pötschke, s'approche d'un sergent. Son ordre est bref, tranchant. Pötschke désigne la foule des prisonniers. « Vous savez quoi faire de ces hommes ?» Le major Werner Pötschke donna l'ordre d'ouvrir le feu à la mitrailleuse. 84 corps gisaient dans la neige belge. Les survivants de la première salve ont vu les bottes des SS s'approcher.
puis le canon d'un pistolet. Une balle dans la tête pour chaque homme qui respirait encore. Les 84 cadavres de Malmedy ont déclenché une réaction en chaîne dans la presse. Comment l'armée entière a-t-elle appris le massacre? Les magazines Stars and Stripes et Yank ont publié les photos des corps. Life a diffusé les témoignages des rares survivants. La nouvelle a circulé plus vite que les ordres officiels. Dans les tranchées, l'information a muté en directive brutale. Le soldat américain s'attendait à un camp de prisonniers. Il a reçu une exécution sommaire. La colère a remplacé la procédure. L'ordre officieux a circulé dans les rangs. Ne plus faire de quartier aux SS. Tuez-les sur place. La haine est devenue une stratégie de combat. Le 328e régiment d'infanterie a officialisé cette dérive par une instruction écrite. Aucun membre des troupes SS ou des parachutistes ne sera fait prisonnier. Janvier 1945. Les gros titres des journaux se transforment en rafales de mitrailleuses à Chenogne. Ce n'est plus une rumeur, c'est une procédure. Le sergent-chef John Fagg observe la scène. Un groupe de soldats américains rassemble des prisonniers. Fagg comprend immédiatement. Il déteste ce qu'il voit. Ses camarades font monter les Allemands vers le sommet de la colline. Là-haut, d'autres captifs attendent déjà. La jonction des deux groupes scelle leur sort. Comment l'armée a-t-elle industrialisé l'exécution? La réponse tient dans la répétition des gestes. À Chenogne, les hommes de la 11e division blindée alignent 80 soldats de la Waffen-SS. Le froid fige l'acier. On entend le clic métallique des culasses que l'on arme. Le premier tireur presse la détente, puis les autres. Le fracas des mitrailleuses déchire l'air gelé. 80 corps s'effondrent dans la neige belge. Puis, le silence. Ce massacre n'est pas un accident isolé. Fin décembre 1944, la 90e division d'infanterie exécute les SS avec une telle régularité que l'état-major doit intervenir. Des ordres écrits exigent l'arrêt des exécutions. Les soldats les ignorent. La 11e division blindée applique désormais le même protocole que l'infanterie. En avril 1945, cette routine de guerre escorte les troupes jusqu'aux portes de l'Allemagne. L'exécution des prisonniers est devenue un automatisme de combat. 2310 cadavres. C'est le chiffre gravé dans l'acier d'un seul convoi ferroviaire. En avril 1945, cette horreur statique percute de plein fouet l'avance américaine. La routine du combat s'efface devant le choc visuel du train de la mort. Les soldats du 45e de division d'infanterie entrent dans Dachau. Qu'est-ce qui a brisé la discipline des troupes? 30 000 prisonniers squelettiques, 10 000 corps en décomposition. L'air est saturé par l'odeur de la putréfaction. Au milieu de ce charnier, les gardes SS attendent. Le contraste est une insulte physique. Les bourreaux portent des uniformes en laine peignée, impeccables et secs. Ils sont bien nourris. Leurs visages sont pleins. À côté des survivants transparents, leur santé paraît obscène. Le parfum du linge propre se mélange à la puanteur des fosses communes. Le lieutenant-colonel Félix Sparks observe ces hommes. Les visages se crispent. Les verrous des fusils claquent. Le basculement est immédiat. Quelque chose se rompt dans la chaîne de commandement. Sparks tente plus tard de justifier ce déchaînement de violence par l'impact de ces images insoutenables. Le lieutenant-colonel Sparks mit en avant l'état de choc de ses soldats pour expliquer le massacre des gardes. Les explications du lieutenant-colonel Sparks se heurtaient à la rigueur des codes militaires. La justice de l'armée ne traitait pas les émotions, elle appliquait la Convention de Genève. L'exécution de prisonniers de guerre restait un crime. Un point c'est tout. Le 3 mai 1945, 4 jours après l'ouverture des portes, la machine judiciaire démarre. La bureaucratie avance plus vite que les secours médicaux. Le lieutenant-colonel Joseph Whittaker reçoit un ordre précis, enquêter sur les exécutions de gardes SS à Dachau. Whittaker est l'inspecteur général adjoint de la 7e armée. Son dossier porte un nom technique, le rapport IG. Whittaker travaille avec une méthode clinique. Il interroge les soldats, il examine les preuves matérielles. Sur son bureau, des photographies montrent des corps en uniforme noir affalés contre des murs de briques. Le tampon secret marque la chemise cartonnée. Whittaker regarde un cliché précis. Des impacts de balles dans le béton, à hauteur d'homme. Il note les noms. Le lieutenant William Walsh a abattu 4 Allemands dans un wagon de marchandises. Le soldat Albert Pruitt a achevé les blessés. Coup de grâce. Le 8 juin 1945, le rapport tombe. Whittaker comptabilise 21 gardes SS exécutés après leur reddition.
Son expertise confirme une violation directe des lois de la guerre. L'histoire de la libération de Dachau porte un sceau spécifique, celui du secret. Le rapport Whittaker a figé des faits que l'état-major a préféré enterrer dans les archives militaires. La justice exigeait-elle un procès contre les libérateurs? L'armée a tranché. Non. Tout commence par une vision. 50 wagons stationnés sur une voie de garage. À l'intérieur, 2210 cadavres. C'est le train de la mort. Les soldats américains de la 45e division d'infanterie voient des corps entassés jusqu'au plafond des wagons. L'odeur de putréfaction sature l'air d'avril. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un abattoir à l'échelle industrielle. Le traumatisme rencontre un précédent sanglant, le massacre de Malmedy. Les troupes connaissent les rapports. Des prisonniers américains exécutés dans la neige par la Waffen-SS quelques mois plus tôt. Pour les hommes sur le terrain, la reddition des gardes du camp devient une formalité inutile. Les ordres circulent, verbaux, tranchants. Ne pas faire de prisonniers, SS. L'enquête de l'armée américaine a disséqué chaque minute de cette journée. Les conclusions sont froides. Les exécutions ont violé les lois internationales. Le droit de la guerre a été suspendu par la fureur. Pourtant, aucune cour martiale ne sera réunie. Le rapport final souligne qu'au vu des atrocités découvertes, l'intérêt de la justice ne nécessitait aucune poursuite. Le dossier est classé « secret ». La victoire avait un prix moral qu'il fallait taire.